Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le percussionniste Gabriel Laufer. Bonjour Gabriel. Bonjour Frédéric. Alors, je résume votre parcours. Vous vous formez au Conservatoire royaux de Bruxelles et de Liège en percussion et en direction d'orchestre. Durant 17 saisons, vous participez aux productions du Théâtre Royal de la Monnaie et avec les arts florissants avant de vous expatrier en Indonésie où vous vous passionnez pour le gamelan et son impact sur la musique moderne occidentale. Vous intégrez le Jakarta Symphonia Orchestra comme timbalier et chef d'orchestre, notamment pour le concert Impression universelle, où vous reconstituez le spectacle du Kampong javanais, créé lors de l'exposition universelle de 1889 et qui fut une source d'inspiration déterminante pour les compositeurs français Claude Debussy et Maurice Ravel. Votre parcours vous amène à côtoyer des artistes comme les chefs Lorin Maazel, Sándor Vég, Mislav Rostropovich, Antonio Pappano, Kazushi Ono et William Christie, les solistes Martha Argerich, Sergio Eoder Assad ou Robbie Lacatoche, les compositeurs Yannis Xenakis, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen et Salvatore Schiarino, les chorégraphes Merce Cunningham, Trisha Brown et Pina Bausch. Pour finir, vous êtes l'auteur de nombreuses compositions, dont la musique de spectacle La Princesse de Babylone dans le style balinais. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'ouverture de Don Giovanni de Mozart dans l'interprétation de la petite bande dirigée par Sigiswald Keuken.
L'ouverture de Don Giovanni de Mozart dans l'interprétation de la petite bande dirigée par Zigizwald Keuken. Notre invité, Gabriel Laufer, y tenait la partie de timbale. Alors dites-nous Gabriel, vous venez d'une famille de musiciens ? Alors, pas de musiciens actifs jouant d'instruments ou chantant, mais ce sont de grands mélomanes. Mes parents, mon père comme ma mère, sont architectes, donc quand même dans un domaine finalement artistique, et tous les deux aussi dessinateurs. Mon père est peintre en partie, mais ils sont surtout de très grands mélomanes. Quand je dis très grands mélomanes, c'est vraiment une addiction. Donc, la musique se joue du matin au soir depuis que je suis né. Il y a même une photo de moi dans mon landau avec la tête presque dans le pick-up qui jouait des disques. Et comme mes parents travaillaient à la maison, donc la musique était omniprésente. Et c'est très marrant parce que par la suite, quand j'ai joué des œuvres, la plupart des œuvres, je les connaissais. Je dis, ah bah oui, je sais ce que c'est, donc oui, j'ai quand même bercé dans la musique. Et alors, comment est-ce qu'on décide de devenir percussionniste ? Comment est-ce que vous avez choisi cet instrument-là ? Ces instruments-là. C'est le cheminement. Alors donc d'abord mes parents m'ont mis au piano, à l'académie. Alors je rends hommage à l'académie évidemment, qui évidemment c'est aussi le début de ce parcours musical. Donc le piano pendant 1 an. Alors très très vite j'avais une professeure un peu acariâtre et à l'âge de 6 ans c'est pas l'idéal. Donc je suis passé au violon. Et donc j'ai fait pendant 3-4 ans du violon, la méthode Suzuki, que j'aimais beaucoup, mais alors il me manquait la discipline, la rigueur, le travail régulier. Et donc, comme j'avais peut-être un peu l'impatience d'avoir un résultat, eh bien, en m'inscrivant à la percussion, j'ai trouvé tout de suite mon goût à frapper de toutes sortes d'instruments et à en avoir beaucoup de satisfaction. Et voilà, donc j'ai fait de la percussion et à un moment je me suis un peu lassé même de la percussion, mais c'est en entrant dans l'orchestre des jeunesses musicales de Bruxelles qui était dirigé par le fameux chef d'orchestre Dirk Brosset, donc là j'ai découvert carrément ma vocation. Alors quand on commence une formation de percussionniste, quel est le premier instrument que l'on touche ? Alors d'abord, il faut savoir tenir des baguettes déjà, et donc il faut juste une surface qui rebondit, et la base, c'est la caisse claire. Donc on commence par le tambour militaire, si on veut, en apprenant à bien frapper, et à frapper en rythme surtout, et à contrôler la trajectoire de la baguette. Et quand on est jeune, c'est vraiment une formation à avoir pour que le geste soit le plus précis possible, pour qu'on puisse frapper au bon moment, au bon endroit, avec la bonne sonorité. Et alors, est-ce que le sens du rythme, c'est quelque chose qui s'acquiert ? Alors ça, c'est très particulier, parce que j'ai appris à l'académie dans une optique très classique. Et c'est très différent, cet apprentissage-là, que l'apprentissage jazz, ou bien quelqu'un qui apprend la batterie pour faire du rock, par exemple. Donc, c'est un autre écoulement du temps, je dirais. Donc, effectivement, on apprend les noirs, les croches, les doubles croches, les triolets, donc à essayer d'être le plus exact possible. Donc, c'est un rythme qui est finalement très contrôlé et très cérébral, je dirais. Parce que par après, où j'ai abordé la musique traditionnelle et la musique jazz, ça a été vraiment un réapprentissage du temps qui s'écoule. C'est vraiment des mondes différents. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi un musicien classique a du mal à faire du jazz, et parfois inversement aussi, parce que c'est vraiment des mondes et un écoulement du temps quand même très très différents. Et comment est-ce que vous avez réussi à assimiler ce qu'on pourrait dire ces langages différents, ces langues différentes ? Alors, ça s'est fait sur le tard, parce que j'étais vraiment à fond dans l'orchestre. Je jouais de l'orchestre symphonique, et il y avait que ça qui comptait. Et donc par après, c'est en abordant la musique traditionnelle que j'ai commencé à vraiment, peut-être à me décoincer, entre guillemets, si on prend l'image d'un musicien classique, vraiment, voilà. Corseté. Exact. Et donc, c'est en écoutant le très regretté récemment Mamadi Keïta, qui est quand même un des pères de la musique traditionnelle en Belgique, je dirais. Et puis il y avait la musique cubaine aussi que j'ai énormément aimée. Et puis par après, en 1996, la musique indonésienne. Alors, de combien d'instruments un percussionniste professionnel doit pouvoir jouer ? Alors, il y a déjà l'arsenal d'orchestre, déjà, donc c'est déjà pas mal. Ça fait effectivement la caisse claire dont on parlait maintenant, la grosse caisse, les cymbales, le triangle, il y a les cymbales frappées, il y a les cymbales roulées, puis il y a tous les claviers aussi, donc les xylophones, vibraphones, marimba, glockenspiel. Tout ça fait partie de la famille des percussions. Absolument, voilà.
Donc il y a les pots, il y a les métaux, il y a les claviers, et puis il y a tous les accessoires, donc les petits instruments, le triangle, le tambourin, les castagnettes, et puis toutes sortes d'instruments qu'on peut trouver dans la musique contemporaine, qu'un compositeur a trouvé parfois lors d'un voyage et qu'il faut savoir manier. Mais aussi dans le grand répertoire classique, par exemple dans le Samson et Dalila de Saint-Saëns, on doit pouvoir jouer des cymbales de fer, des castagnettes de fer qu'on appelle les gnawa, hein, ces instruments marocains, et un peu, voilà, à la manière du peintre Delacroix, Saint-Saëns a aussi ajouté des couleurs exotiques avec des instruments particuliers qu'il faut pouvoir manier et apprendre généralement dans un temps très très court. Donc je pense que la particularité du musicien classique, c'est de s'adapter très très vite à un autre instrumentarium. Et en apprendre en fonction des partitions qu'il doit exécuter alors. Tout à fait. Par exemple, le jazz au flûte, hein, ou la flûte à coulisses. Parfois, on nous demande de jouer toute une partie de cette flûte à coulisses, mais parfois avec une vraie partie, écrite et mélodique. Or qu'on devrait la donner normalement à un flûtiste ou à un instrument avant. Non, c'est aussi le percussionniste qui se coltine à peu près tous les instruments un peu hors, qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment très impressionnant. Alors, je vous propose de poursuivre notre entretien avec la description du chaos, qui est l'ouverture de l'oratorio La Création de Haydn, dans l'interprétation de l'ensemble Les Arts Florissants, dirigé par William Christie.
La description du chaos, ouverture de l'oratorio, la création de Haydn dans l'interprétation de l'ensemble Les Arts Florissants dirigé par William Christie. Il s'agit d'une parution du label Erato. Alors Gabriel, Les Arts Florissants sont un ensemble parmi les plus prestigieux d'Europe. Comment les avez-vous rejoints? Alors, pour moi, tout d'abord, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis un musicien qui a joué à la Monnaie pendant des années, mais je suis aussi un énorme mélomane. Donc, j'ai beaucoup traîné mes bottes au Palais des Beaux-Arts. C'est là que j'ai découvert tous les plus grands orchestres et les orchestres modernes de tous les continents, mais aussi les orchestres baroques. Et j'avais évidemment une passion pour ces musiques baroques et particulièrement une percussionniste à qui je rends hommage, qui s'appelle Marie-Ange Petit et qui jouait avec la plupart de ces orchestres, ces ensembles français et belges d'ailleurs. Et donc on se connaissait et petit à petit elle m'a donné certaines occasions de jouer, dont les Arts Florissants en 2004. Et ça a duré pendant quelques années dans une période très particulière des Arts Florissants où William Christie dirigeait des œuvres classiques, ce qui était tout à fait inhabituel puisqu'on le connaît surtout pour Lully, Rameau, la musique et Charpentier, la musique française baroque, ou alors éventuellement Bach. Mais alors justement, j'ai joué du Bach, l'oratorio de Noël par exemple, mais aussi des opéras de Mozart, de la création de Haydn, et aussi même un enregistrement de l'opéra de Zampa de Herold. Voilà. Et qu'on a joué à l'Opéra Comique à Paris. Donc énormément de choses, et puis j'ai aussi joué le Armide de Lully pour être là plus dans le répertoire habituel des Arts Florissants. Mais donc c'était toute une période où William Christie a abordé des œuvres finalement très modernes pour cet ensemble-là. Alors un autre personnage très important que vous avez rencontré, c'est Sigiswald Keuken, qui est un fondateur du mouvement baroque. Comment s'est fait cette rencontre avec lui? Alors là c'était en 1995. Jeune étudiant encore, j'ai été lancé à jouer un des plus beaux opéras du répertoire, qui est Don Giovanni de Mozart. Dont on a écouté l'ouverture, vous tenez la partie de timbale. Exact, oui, et c'est un enregistrement live qui était pendant cette tournée en Espagne. Et donc, alors là, c'était parce que j'avais participé à un orchestre de jeunes qui s'appelait la Jeune Philharmonie, dirigé par Ronald Zollman, un orchestre qui était soutenu par la communauté française. Et dans cette organisation, il y avait un certain monsieur Geert Robrechts qui est devenu par après le régisseur de La Petite Bande. Et comme il avait gardé mon nom dans son carnet d'adresses, un jour il m'a appelé et il m'a proposé de faire cette production de Giovanni qui était absolument merveilleuse. D'ailleurs l'enregistrement, même si c'est un enregistrement live, est superbe, et il figure d'ailleurs dans le fameux coffret avec la totalité, l'intégralité des œuvres de Mozart pour son anniversaire, je ne sais plus, il y a un certain nombre d'années. Alors, que retenez-vous de vos collaborations avec Sigiswald Keuken et William Christie? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Alors, d'abord des ensembles remarquables, musiciens incroyables, extrêmement doués, motivés, hein. Et puis alors aussi, comment dire, un rapport à l'esthétique, à l'histoire de la musique, qui est tout à fait unique, quoi. Chacun à sa manière. Sigiswald Keuken qui lui avait commencé avec la musique moderne, avec l'ensemble musique nouvelle, et puis qui comme ça est tombé dans la musique baroque et qui est devenu maintenant le pionnier finalement de l'orchestre baroque, travailler avec des personnes aussi intéressantes musicalement. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec Philippe Herweg. C'est juste extraordinaire. On est transporté dans la musique, dans l'histoire, et dans une espèce de jouissance du son, de l'orchestre, de l'intensité de la phrase musicale, quelque chose de très vivant, de très exaltant. Donc c'est juste du bonheur. Vraiment, il y a des moments où à l'intérieur de l'orchestre, en jouant, j'étais sur un nuage, littéralement. À ce point-là. Alors, à côté de votre expérience auprès de ces musiciens baroques, du mouvement sur instruments authentiques, vous avez collaboré avec des compositeurs comme Xenakis, Berio, Stockhausen ou Schiarino. Est-ce important pour vous de créer des œuvres ou de travailler avec des compositeurs vivants? C'est toujours très enrichissant. Impressionnant? Oui, bien sûr. C'est
toujours un nouveau langage musical, c'est toujours une exploration incroyable, et puis c'est la découverte aussi de mon instrumentarium, en fait. Parce que c'est en jouant une œuvre de Stockhausen que j'ai réalisé ce que c'était le son, la recherche du son, de la vibration, du son dans l'espace, des sons courts, des sons longs, des sons plutôt aigus, plutôt graves, de la fondamentale. Vraiment, la recherche du musicien, elle s'enrichit par ces rencontres-là aussi. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de faire une création posthume de John Cage. C'était une expérience unique de réaliser ce que j'étais moi en tant qu'interprète, puisque John Cage écrit une musique aléatoire, donc où il donne des responsabilités à l'interprète. Des libertés, si on veut. Donc, jouer tel ou tel instrument entre telle et telle minute, de telle ou telle longueur, mais allez-y, c'est vous qui choisissez, ben, ça me mettait face à mes responsabilités. Et donc, c'était enrichissant comme démarche par rapport au fait qu'on doit interpréter la musique, que ce soit du Mozart ou que ce soit une musique totalement aléatoire. Stockhausen, dans une œuvre qu'il a appelée Zyklus, pour un percussionniste solo, demande à l'interprète de choisir la première page. Et puis la partition, elle peut se retourner dans l'autre sens, donc on peut la lire dans plusieurs sens différents. Et et à l'intérieur de la partition, on peut choisir des formules, soit de celle-ci, soit de celle-là. Voilà, vous choisissez. Et donc, ça nous met vraiment face à nos responsabilités, à nos choix. Et c'est quelque chose finalement qui m'a poursuivi, même pour n'importe quel répertoire, puisqu'il faut choisir, quel instrument va mieux correspondre à tel ensemble. Et donc, par exemple, les orchestres baroques, j'ai joué sur mes timbales baroques, donc j'avais une paire de timbales anciennes sur lesquelles je joue encore aujourd'hui. Et donc, toute cette recherche des instruments, du timbre, de la qualité, des matières, eh bien, ces recherches ont été enrichies par toutes ces rencontres de musique contemporaine comme de musique ancienne. Alors, on va continuer à vous écouter justement avec une création contemporaine. Il s'agit de Abraham, une composition de Kalman Tchéky tirée de l'album Les 4 saisons de Roby Lakatosh.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Abraham, une composition de Kalman Sheki tirée de l'album Les 4 saisons de Roby Lakatosh. Notre invité, Gabriel Lofer, assurait la partie de percussion. Alors Gabriel, ces dernières années, vous vous consacrez à la découverte des gamelans indonésiens. Comment s'est fait cette découverte ? Alors, c'était la dernière année du conservatoire, donc je terminais le diplôme supérieur, j'étais sur le toit du monde, je pensais posséder toutes les techniques qu'il fallait pour devenir un bon musicien professionnel, et voilà que je me perds dans l'ambassade d'Indonésie, où vient d'arriver un gamelan de Bali, et un percussionniste balinais qui vient pour enseigner cette pratique, et d'un coup, d'un seul, je me trouve tout à fait en bas de l'échelle, même plus bas d'ailleurs, parce que j'avais déjà des automatismes qu'il fallait dont il fallait que je m'en débarrasse. Et je découvre tout un nouvel instrumentarium, des nouveaux instruments qui sont des instruments de percussion, mais j'étais complètement démuni. Absolument, c'est un dépaysement total, puisque le son est complètement différent, les vibrations, la frappe, les baguettes, le fait qu'on s'assit par terre, enfin, tout était fait pour me remettre à ma place, si on peut dire. Donc, petit à petit, j'ai découvert ce monde incroyable du gamelan, un peu de la même manière que Debussy l'a découvert en 1889, et de remettre un peu tout en question. Alors, il y a plusieurs musiques de gamelan, ou il y a une tradition, plusieurs tradition, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors le gamelan, c'est un nom générique pour nommer l'ensemble, mais aussi les instruments de gamelan. Et donc ce sont des instruments qui viennent du sud-est asiatique, particulièrement en Indonésie. Et si on veut avoir une idée, Bali, qui est une petite île, contient à peu près une trentaine de formes de gamelan différents. C'est des instruments différents, des ensembles instrumentaux différents, avec un répertoire bien particulier pour ces instruments-là. Donc il existe une infinité de gamelan sur toute l'Indonésie. Alors, certains qui sont plus connus, c'est le gamelan de Java, mais il y en a un à Solo qui n'est pas tout à fait le même que celui de Yogyakarta, et les répertoires sont sensiblement différents. Et puis, il y en a aussi à l'ouest de Java, donc ce qu'on appelle Sunda, où il y a aussi des instruments qui ressemblent, mais qui ne sonnent pas de la même manière, qui ne sont pas accordés de la même manière, et surtout qui ne sont pas joués du tout de la même manière, avec des esthétiques qui peuvent être, quand on s'y habitue, quand on approfondit, on se rend compte qu'il y a des différences énormes. Et alors, ce sont des musiques, un répertoire que l'on se transmet de manière écrite, ce sont des partitions écrites ou elles sont transmises oralement, comment ça se passe ? Alors, c'est évidemment de la musique traditionnelle. Alors, souvent, elle se transmet oralement, de génération en génération, de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, et de père en fille, pour ne blesser personne. Et donc, ça, c'est la manière la plus traditionnelle dans les villages, mais petit à petit, évidemment, avec la colonisation de la Hollande pendant 3 siècles, évidemment, les choses ont beaucoup changé. On a commencé à vouloir écrire, à vouloir transcrire, donc avec plusieurs formes différentes de transcription. Certaines ont été inventées par des Occidentaux, d'autres par des Indonésiens locaux. Et donc, voilà, et petit à petit, il y a eu une forme d'écriture. Mais l'écriture elle est intéressante parce qu'elle permet de transmettre d'une manière peut-être pérenne, on croit. Mais le problème, c'est que quand on perd les feuilles, on perd la mémoire. Donc ça pose des problèmes. Donc il y a des gamelans qui se jouent avec des partitions. C'est évidemment plus facile pour l'apprendre. À l'école, on apprend généralement avec partition ou écrit sur un tableau. Mais je dois dire que la plupart des ensembles très traditionnels, ceux qui jouent pendant des nuits entières, jouent normalement de mémoire. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait dans un morceau traditionnel une partie contemporaine, parce qu'il n'y a pas de barrière entre ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Tout se mélange et évolue presque naturellement, je dirais. Donc il est possible qu'il y ait une partie d'un spectacle, par exemple, un spectacle d'ombre javanaise, par exemple, une partie qui soit plus moderne,
avec une création, et à ce moment-là, les musiciens ont effectivement un papier sur le côté avec quelques codes. Tiens, telles notes, elles sont numérotées, et donc il y a une espèce de combinaison de chiffres que les musiciens connaissent bien, et donc qui peuvent C'est suivre. comme une grille d'accords pour les jazzmen, c'est similaire à ça? Alors, je pense que c'est quand même plus... Alors, la grille d'accords, pour les jazzmen, ils improvisent dessus. Oui. Le gamelan, il n'y a pas tant d'improvisation que ça. On penserait, mais en fait, c'est quand même très codé. Il y a vraiment des conventions. Et pour que tout l'ensemble joue vraiment bien ensemble, ils ne peuvent pas vraiment faire n'importe quoi. Il y a certains instruments qui sont un peu plus ornementés, alors qu'ils laissent un peu plus de marge d'improvisation. Mais la plupart, je dirais, du gamelan, c'est vraiment des partitions bien, bien précises. Alors, je vais convier nos auditeurs à écouter à quoi ça ressemble. Alors, voici un extrait d'Impression universelle. Alors, c'est le projet que vous portez qui reprend le programme du concert qui marque à temps Debussy et Ravel à l'exposition universelle de 1889.
Un extrait d'Impression universelle, le projet de Gabriel Laufer, qui reprend le concert qui marqua Debussy et Ravel à l'exposition universelle de 1889. Alors dites-nous Gabriel, que ce soit la musique classique, le jazz ou la musique du monde, vous êtes à l'aise dans tous les styles. Comment est-ce que vous expliquez tout ça? Ce confort. Alors, je ne sais pas si je suis à l'aise, mais en tout cas, je m'y intéresse avec beaucoup de curiosité. Et je pense aussi que le percussionniste, un peu naturellement, va aborder différents styles, baroque, romantique, et puis moderne, et puis surtout de la musique contemporaine. On aborde tous ces styles-là. Et donc, évidemment, la musique traditionnelle qui est liée, et puis ce serait dommage de ne pas s'intéresser à la percussion traditionnelle qui est si riche et enrichissante. Donc je pense que naturellement, un percussionniste aborde quand même plusieurs styles. Alors, comme je me suis expatrié en 2013 en Indonésie, j'étais sur place, donc aux premières loges pour pouvoir assister à des spectacles, à des concerts, à des cérémonies. À Bali, par exemple, il y a tellement de cérémonies, et à être confronté à toutes ces musiques. Et forcément, j'étais très attiré par, pas le fait d'essayer de posséder, de devenir un musicien traditionnel, ce serait impossible, mais en tout cas, de l'approcher d'un peu plus près, de mieux comprendre ce langage qui est tellement, tellement différent et qui a tellement effectivement fasciné Claude Debussy, le père de la musique moderne, et si on veut, le père de presque toute la musique du XXe siècle. En fait, je ne sais pas si c'est exagéré de le dire, mais une œuvre comme Nocturne pour orchestre de Debussy est vraiment la source d'inspiration finalement de toute l'écriture du XXe siècle, même la plus contemporaine. Alors, on a comme tradition dans Appassionato de vous offrir le choix de partager avec nos auditeurs un morceau. Qu'avez-vous décidé de nous faire entendre? Alors, j'ai choisi une chanson israélienne qui s'appelle Erev Ba, qui est une chanson que j'ai toujours adorée. Et alors, justement, en Indonésie, j'ai un ensemble qui s'appelle Les Ronchons, qui est un ensemble de musettes. Et donc, on cherchait du répertoire. Et j'avais toujours cette mélodie, Erev Ba, qui est une mélodie en do majeur, la plus simple possible, la plus pure, mais qui est d'une beauté infinie, la beauté dans la simplicité. Et donc j'ai mis cette musique, cette mélodie au répertoire de notre ensemble indonésien qui reprend des musiques musettes. C'est formidable, ça. Voilà, et c'est un des morceaux, d'abord, qui plaît le plus au groupe, mais aussi au public. On a à chaque fois le plus grand succès autour de cette œuvre-là. Alors, on va l'écouter maintenant.
C'était donc Erevba par Effi Netzer et son ensemble. Il s'agissait du choix de Gabriel Lofer, notre invité. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Gabriel d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.